Bonsoir, je m'appelle Anna Ryback et je suis consultante en gastro-entérologie pédiatrique à l'hôpital Great Ormond Street. J'ai un intérêt particulier pour la neurogastro-entérologie et la motilité. Aujourd'hui, Greem O'Connor et moi allons vous parler de fibres. Je ferai une introduction, puis je vous présenterai les notions de base sur les fibres, notamment leur influence sur la santé intestinale et les troubles gastro-intestinaux. Ensuite, Greem prendra le relais pour vous donner plus de détails sur l'utilisation des fibres et l'alimentation entérale. D'accord? Donc, aujourd'hui, je vais simplement vous présenter les notions de base sur les fibres. Ensuite, nous examinerons l'incidence des fibres sur le microbiote et certains des troubles gastro-intestinaux. Même si la majorité d'entre vous connaissent très bien les fibres, il est bon de revoir les bases. D'abord, la fibre est un glucide. Ce glucide complexe a un degré de polymérisation de 3 unités monomères ou plus, ce qui signifie qu'il ne peut pas être entièrement digéré ou absorbé. On trouve les fibres principalement dans les aliments d'origine végétale, notamment les fruits, les légumes, les légumineuses et les grains entiers. Toutefois, elles peuvent aussi être synthétiques. On les nomme balais pour les intestins. En effet, certaines d'entre elles augmentent le volume des selles, donc améliorent le transit intestinal. D'autres peuvent absorber les toxines présentes dans l'intestin et ainsi prévenir leur absorption. De plus, certaines fibres peuvent également diluer la quantité de particules indésirables présentes dans l'intestin. C'est pourquoi on les qualifie de balais pour les intestins. L'une des choses importantes à retenir est que les fibres alimentaires ne sont pas un seul produit. Il s'agit d'un groupe composé de différentes fibres. Et selon le Codex Alimentarius, elles sont regroupées en polysaccharides non amylacés comme la cellulose et les pectines. Ce sont des amidons résistants et il y a aussi des sous-groupes. Les oligosaccharides non digestibles comme l'inuline, les GOS et les FOS, donc l'oligofructose et les lignines. La caractéristique de la fibre est très importante, car elle définit aussi ses fonctions. Nous savons qu'il existe différentes sources de fibres et que la plupart d'entre elles sont naturelles ou d'origine végétale. Les fibres peuvent également être transformées et synthétiques. Elles ont des compositions chimiques différentes. La longueur de la chaîne, la composition du polysaccharide et la lignification diffèrent. Mais ce sont leurs propriétés physico-chimiques qui sont les plus importantes pour le système digestif et qui apportent des bienfaits aux humains. Nous parlons beaucoup de la solubilité et de la viscosité des différentes fibres, mais ce qui est important pour la santé intestinale, ce sont les propriétés de gonflement et de fermentabilité, car elles ont une incidence sur le transit. Elles influencent le microbiome. De plus, différentes fibres peuvent avoir des composés accompagnateurs, comme c'est le cas des minéraux et des phytochimiques. Le tableau de droite illustre différents types de fibres, leurs sources et différentes propriétés, y compris la fermentabilité qui peut être élevée ou faible, ou la viscosité et la solubilité. J'aimerais que vous portiez attention au fait qu'un produit alimentaire peut contenir plus d'une fibre. Par exemple, la peau d'un fruit renferme des fibres distinctes de celles qui se trouvent dans sa pulpe. C'est pourquoi il est important de consulter les études et les données probantes sur l'utilisation de fibres dans différentes conditions et de connaître celles qui ont été utilisées. Il est très difficile de comparer ces résultats, car soit la fibre utilisée n'est pas bien décrite, soit une seule fibre synthétique a été utilisée. Il est donc difficile de comparer cette dernière à des fruits entiers ou à des diètes supplémentées. Revenons maintenant au rôle des fibres dans les intestins. Ce graphique illustre le mécanisme avec lequel les différentes fibres alimentaires influencent le tractus gastro-intestinal. L'intestin grêle se trouve à gauche et le gros intestin est à droite.
Les effets d'une fibre dans le côlon et le petit intestin dépendent de ses caractéristiques physico-chimiques. Les effets peuvent comprendre l'absorption du glucose et des lipides et la production de sel. Par exemple, certaines fibres retiennent les molécules d'eau. Mais les fibres provoquent aussi des changements. Elles modifient notamment le microbiome qui changera de composition, ce qui aura une grande incidence sur la santé intestinale, mais aussi sur les sous-produits issus de la fermentation des fibres par le microbiome, c'est-à-dire les acides gras à chaîne courte. Elles ont aussi un effet pléiotropique sur la fonction de différents organes, y compris l'immunomodulation et l'intégrité de l'intestin en raison de l'épithélium. Elles entraînent aussi des changements à plus long terme sur d'autres organes comme le foie, les reins et même le cerveau. Donc, en général, nous nous concentrons sur les bienfaits des fibres pour la santé, notamment l'augmentation du volume des selles et l'amélioration du transit intestinal, la réduction du cholestérol ainsi que le contrôle de la glycémie et du poids. Toutefois, les sous-produits issus de la fermentation que je viens de mentionner ont des bienfaits pour la santé qui vont au-delà de l'intestin. En effet, ils sont bénéfiques pour le système immunitaire et d'autres organes. Alors, analysons les fibres plus en profondeur et découvrons leur incidence sur le microbiome. Alors, quel est leur fonctionnement? Comme vous le savez, le microbiome est très important pour la santé intestinale. Il a été démontré que le changement survenant dans le microbiome peuvent influencer la façon dont ce dernier nous protégera des différentes affections, des maladies métaboliques aux maladies immunitaires, en passant par le cancer colorectal. Alors, quelle est l'incidence des fibres sur le microbiome? Les bactéries anaérobies vivent dans le lumen des intestins. Les souches, comme les lactobacilles ou les bifidobactéries, travaillent de concert pour digérer ou fermenter les glucides complexes ou les fibres, comme les oligosaccharides, les gluco-oligosaccharides, les fructo-oligosaccharides et l'inuline. Les sous-produits issus de cette fermentation sont les acides gras à chaîne courte. Ils ont 3 types de structures. Les acides gras, qui sont importants pour la bonne santé intestinale, sont l'acérate, le propionate et le butyrate. Ces acides gras à chaîne courte ont des récepteurs de liaison dans l'organisme humain. Ces derniers ont ensuite des effets métaboliques et immunomodulateurs sur la fonction. Il a été démontré que la stimulation de ces récepteurs a une incidence sur la production de la leptine, l'hormone qui régule l'appétit, en réduisant la consommation d'aliments. D'autres récepteurs réduisent l'inflammation colique et protègent donc le cancer du côlon. Il existe des données probantes sur l'incidence des acides gras à chaîne courte sur la diminution des taux de triglycérides et de lipoprotéines de faible densité. Ils contribuent donc à réduire le cholestérol et réduisent globalement l'activité athérogène. Il existe également des données probantes à l'effet que ces récepteurs activent des gènes impliqués dans le métabolisme du glucose et des lipides. Ce qui est très intéressant, c'est que certains de ces récepteurs deviennent des cibles médicamenteuses pour les troubles inflammatoires chroniques comme l'asthme, l'arthrite et même l'obésité. Donc, dans l'ensemble, l'incidence des fibres sur le microbiome est pléiotropique. Il a été démontré qu'une quantité insuffisante de fibres dans l'alimentation peut perturber le microbiome. Des études ont révélé que la présence de fibres dans un régime alimentaire favorise certaines souches de bactéries et éradique celles qui sont indésirables. Mais il y a certainement encore des lacunes. Il faut mener d'autres études pour associer ces changements du microbiote induits par les fibres aux voies métaboliques et immunitaires dans les organes humains. Mais il existe des données intéressantes. Il a été démontré que les prébiotiques, comme les GOS et les FOS,
peuvent améliorer les profils microbiens, qu'ils favorisent les bonnes bactéries comme les bifidobactéries et qu'ils diminuent et éradiquent celles qui sont indésirables comme E. coli. D'ailleurs, un essai contrôlé randomisé à double insu a été mené pendant 16 semaines chez des enfants en surpoids et obèses. Ce groupe a été supplémenté d'inuline enrichie en FOS pendant 16 semaines. L'étude a montré une augmentation significative de la masse grasse corporelle, des triglycérides sériques et de l'interleukine 6 pro-inflammatoire dans ce groupe par rapport au placebo qui n'a pas consommé la fibre. Les résultats sont très prometteurs et ces données sont très intéressantes. D'autres études sur l'incidence des fibres sur le microbiome ainsi que sur l'inflammation intestinale ont été publiées. Je ne vous présente qu'un résumé de quelques-unes d'entre elles. La dernière d'entre elles, portant sur l'inuline, a révélé que le traitement à l'inuline entraînait une diminution de l'inflammation de l'intestin. Mais cet effet a été causé par l'augmentation du butyrate intestinal, un acide gras à chaîne courte, une diminution du pH et un nombre significativement diminué du pathogène Bacteroides fragilis, une souche indésirable dans le microbiome. Il s'agit d'une autre étude qui montre une corrélation entre la consommation quotidienne de fruits et l'abondance des souches bactériennes bénéfiques dans le microbiote, comme les bactéroïdes et les bactéroïdes d'étesse. Tout cela semble vraiment simple. Il suffit de modifier ceci et cela et de s'assurer de consommer suffisamment de fruits pour être en bonne santé. Le problème est que environ 90% des populations occidentales ne respectent toujours pas l'apport en fruits recommandé. Donc, aussi facile que cela puisse paraître, comme vous pouvez le constater, cette recommandation n'est pas toujours facile à respecter. Maintenant, jetons un coup d'œil aux fibres et à leur incidence sur les troubles gastro-intestinaux. De nombreuses études en cours portent sur la durée du transit intestinal et sur les diverses répercussions des différentes fibres sur le transit intestinal. D'abord, puisque la fibre visqueuse soluble forme une consistance semblable à un gel et absorbe l'eau dans le lumen intestinal, elle améliore la consistance des selles. Ensuite, les fibres insolubles, qui sont de grosses particules, provoquent également une irritation de la muqueuse intestinale et augmentent donc le péristaltisme. Enfin, les fibres fermentescibles prébiotiques comme les GOS et les FOS augmentent la biomasse microbienne, les sous-produits et la production d'acides gras à chaîne courte. Elles augmentent donc la consistance des selles et la motilité gastro-intestinale. J'ai mentionné plusieurs études publiées qui ont été regroupées dans plusieurs méta-analyses. Ceci est donc un résumé de quelques-unes d'entre elles. Les conclusions ont révélé que les fibres augmentent la fréquence des selles chez les patients souffrant de constipation. Cependant, elles n'ont aucun effet sur la consistance des selles, la réussite du traitement, l'utilisation d'un laxatif, la diminution de l'utilisation de laxatifs et les défécations douloureuses. Un faible apport en fibres est définitivement associé à la constipation. Les essais contrôlés randomisés ne parviennent pas à démontrer qu'un plus grand apport en fibres réduit la constipation par rapport à un placebo ou que l'augmentation de l'apport en fibres est plus efficace que les laxatifs comme le lactose. Les études montrent que les fibres devraient être incluses dans un régime normal, mais qu'une supplémentation excessive supplémentaire ne semble pas soulager la constipation davantage. Il y a donc beaucoup de données et quelques données probantes en faveur du transit intestinal. Un autre grand groupe de troubles s'appelle « troubles de l'interaction intestin-cerveau ». C'est un nouveau nom. Il s'agit d'un groupe de troubles autrefois appelés troubles gastro-intestinaux fonctionnels. En fonction de leur étiologie, qui est assez complexe et que j'ai essayé de vous montrer sur cette diapositive, ils s'appellent désormais troubles de l'interaction intestinaux-cerveau, TIIC. La physiopathologie de ces problèmes découlant de l'alimentation est multifactorielle et complexe et inclut la dysmotilité de l'intestin,
la sensibilisation centrale au périphérique, l'hypersensibilité viscérale, les changements dans les microbiomes, les intolérances alimentaires et, bien sûr, les problèmes comportementaux et psychosociaux observés dans ce groupe de patients. Lorsqu'il est question de TIIC, le régime alimentaire est un facteur important à prendre en considération. Certains exemples de ce trouble sont la douleur abdominale fonctionnelle, la constipation fonctionnelle et le syndrome de l'intestin irritable SII. Chez la majorité des patients, il a été démontré qu'il est possible d'identifier l'aliment qui déclenche et aggrave les symptômes. Et contrairement aux troubles qui bénéficient de l'ajout de fibres dans l'alimentation, dans ce groupe particulier de patients, des données probantes révèlent que les fibres hautement fermentescibles, comme les GOS ou les FOS, qui se décomposent facilement en acides gras à chaîne courte et qui nourrissent le microbiome, peuvent également avoir des effets secondaires, soit une augmentation significative de la production de gaz provoquant une distension intestinale, des flatulences et des symptômes gastro-intestinaux exagérés chez les patients atteints du SII. Mais il y a aussi des données positives. Voici une image des différents troubles de l'interaction intestin-cerveau dans les différents groupes d'âge des patients pédiatriques souffrant de régurgitation infantile, de colique infantile, de constipation fonctionnelle et de TIIC où la douleur est le symptôme le plus important, en particulier le syndrome de l'intestin irritable. Les interventions marquées en rouge ont de bonnes données probantes. Pour la constipation fonctionnelle, un apport normal en fibres et un apport optimal en liquide réduisent considérablement les symptômes. Pour le SII, il y a des données intéressantes sur les fibres solubles. Plus précisément, lorsque les enveloppes de psyllium sont intégrées quotidiennement à l'alimentation, elles peuvent réellement atténuer les symptômes du patient. En gastro-entérologie, un autre grand groupe de troubles est les maladies inflammatoires de l'intestin. Les données sont très diversifiées. Concentrons-nous d'abord sur le côté droit du graphique. Une étude menée au Canada en 2007 a révélé que l'augmentation de l'apport en fruits et en fibres était liée à une diminution du risque de développer la maladie de Crohn. Ensuite, plusieurs autres études ont été publiées, y compris la méta-analyse de 2015 qui a montré une diminution linéaire du risque de développer la maladie de Crohn avec chaque augmentation de 10 grammes de fibres totales par jour, ce qui correspond à 2 ou 3 portions de fruits entiers par jour. 3 ans plus tard, le groupe d'études EPIC-IBD a montré qu'il n'y a aucun lien entre la consommation de fibres et le risque réduit de développer une maladie inflammatoire de l'intestin, MII, en général. Les MII désignent la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Toutefois, un apport adéquat en fruits et en fibres entiers et en fibres provenant de fruits peut contribuer à réduire le risque de développer la maladie de Crohn. Et ce qui est très important, c'est qu'il a également prolongé les périodes de rémission de la maladie de Crohn. Les données sur la colite ulcéreuse sont encore limitées et incohérentes à cet égard. Quelques données probantes sont disponibles. La fibre est un élément nutritif essentiel crucial pour la santé humaine. N'oubliez pas que certaines propriétés, notamment l'augmentation du volume des selles et la fermentescibilité, des caractéristiques de certaines fibres, sont importantes pour comprendre l'incidence d'une fibre sur la santé intestinale et ses effets sur l'intestin. La fibre est une source essentielle d'énergie pour le microbiome intestinal et elle sur sa composition en favorisant les bonnes souches de bactéries plutôt que celles qui sont indésirables. De plus, elles influencent aussi la fonction digestive. La fibre optimale provenant de sources variables semble être la mieux corrélée à une bonne santé intestinale. Finalement, c'était une longue introduction. Je vais maintenant passer le flambeau à Grimm. Il examinera l'incidence de l'utilisation des fibres dans la nutrition entérale et vous présentera des cas connexes. Je vous remercie de votre attention.